Bonsoir à tous. Ils ont dépensé des milliers de francs pour rénover leur toit. Travaux mal faits, entreprises aux abonnés absents. Ils témoignent ce soir pour vous informer. Hameçonnage, Wi-Fi trafiqué, carte bancaire détournée, du simple hacker à la cybermafia, la créativité des pirates informatiques est sidérante. Démonstration. Le piratage informatique est en augmentation en Suisse. Ce n'est pas un scoop. C'est ce qu'indique le dernier rapport en date du Service fédéral de la lutte contre la criminalité sur Internet. Mais ce qui continue d'augmenter, ce sont les cibles potentielles. De plus en plus de Wi-Fi gratuits, de cartes bancaires avec paiement sans contact, par exemple. Les pirates ont de plus en plus d'outils à disposition, d'imagination. Et les cyberattaques ne visent pas que les entreprises, leurs dirigeants, des chercheurs ou des services de l'armée. Non, elles peuvent vous viser, vous. On va le voir très concrètement avec l'aide, pour commencer, de spécialistes de la sécurité informatique qui doivent connaître sur le bout des doigts les techniques de leurs adversaires. Pour rapprocher l'univers opaque des pirates informatiques, entrons dans une forteresse où l'on s'emploie sans relâche à percer leurs méthodes. Nous sommes à Laval, à 3 heures de route de Paris, sur l'un des sites de la grande école d'ingénieurs française ESIEA. Elle abrite dans ses murs un laboratoire de cryptologie et virologie opérationnelle. Son directeur, Éric Fidiol, est très clair. Pour former efficacement des étudiants-chercheurs, il faut leur inculquer les méthodes de l'ennemi. On les forme justement alors aussi bien aux aspects scientifiques de la sécurité qu'aux aspects hacking. Et pour moi, l'aspect hacking est très important parce que c'est une façon de penser, c'est une façon d'aborder la sécurité qui est complémentaire de la vision purement scientifique. L'inventivité, la créativité du hacker est aussi extrêmement précieuse. Exemple pratique. Il n'a fallu que 2 jours à ce jeune chercheur pour mettre au point à notre intention un virus informatique capable de pirater les smartphones. Un virus non répertorié contre lequel il n'existe à ce jour aucune défense connue. Il est détecté par aucun antivirus du marché. Un ratio de 0 détection sur 52 antivirus. Donc il y a tous les antivirus connus. Et donc on voit bien que les antivirus n'arrivent pas à s'adapter aux nouvelles menaces. Il suffit d'avoir un code nouveau et ils ne le détectent pas. Le téléphone a été infecté comment ? Alors en fait, la victime s'est connectée à un point d'accès Wi-Fi malicieux et donc automatiquement a téléchargé et installé une application, un virus. Et oui, même pas besoin de cliquer sur un document suspect envoyé par mail. Une simple connexion imprudente sur un Wi-Fi trafiqué et votre smartphone infecté va livrer tous ses secrets. Que je peux savoir quelles applications il y a sur le téléphone. Je peux savoir les SMS entrants et sortants. Je peux savoir aussi les contacts. Par exemple, quand on a un appel, je peux récupérer qui a été appelé et son numéro de téléphone. Démonstration. La victime échange des SMS avec un ami. Ces textos apparaissent en temps réel sur l'écran du pirate. Mais il pourrait faire encore beaucoup plus. Il pourrait récupérer toutes les télécommunications, les listes des contacts, les photos, tout ce qu'il y a sur le téléphone. Donc oui, c'est potentiellement très destructeur. Autre exemple, avec une carte bancaire équipée de la technologie NFC qui permet le paiement sans contact, grâce à une puce émettant à courte distance des informations confidentielles. Des informations qui peuvent être piratées avec un smartphone grâce à une simple application téléchargeable gratuitement sur Internet. Et là, on va lancer l'application sur le téléphone. Et simplement, en posant le téléphone sur la carte, on obtient les informations de la personne. On a la civilité de la personne, le numéro de la carte donc, qui est inscrit ici, la date d'expiration qui est inscrite ici, donc les 2 informations qui servent à payer, mais on a également des informations personnelles, comme là en l'occurrence les 20 derniers paiements effectués avec la carte, avec et sans contact. Ne manque que le code de sécurité à 3 chiffres inscrit au dos de la carte. Mais de nombreux sites, par exemple américains, ne l'exigent pas. Le pirate pourra donc y utiliser votre carte pour des paiements frauduleux. Poursuivons la démonstration.
Vu que c'est des ondes électromagnétiques, en fait, on peut refaire exactement la même chose en mettant la carte donc non visible. Il suffit d'approcher le smartphone du portefeuille. Et ça fonctionne aussi à travers une poche. Bien pratique pour un pirate, par exemple dans un bus à l'heure de pointe. Mais ce n'est pas tout. Si on s'équipe d'un matériel plus spécialisé, ça va nous permettre, par exemple, de lire cette carte à distance ou même de lire le paiement lorsque vous utilisez votre carte dans une boulangerie ou chez un commerçant. Vous allez récupérer les informations qui vont transiter entre la carte et le terminal de paiement. La parade, la voici. Une pochette métallique ou même une simple feuille d'aluminium qui va couper l'émission des ondes de la carte et empêcher ainsi le piratage. Ça, c'était pour ce qu'on a bien voulu nous montrer. Poursuivons la visite des lieux. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Donc c'est la partie sécurisée du laboratoire, c'est la partie où on mène des recherches sensibles qui nécessitent une protection du fait de la réglementation française, donc qui est fixée par le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Défense. Passé cette porte, il nous faut lâcher notre caméra. Car ici, on élabore toutes sortes de scénarios offensifs, grandeur nature. On est spécialisé en attaque, parce que c'est le meilleur moyen de savoir comment imaginer les défenses de demain, sachant que l'attaquant a toujours un temps d'avance. Donc en se mettant dans sa peau, on peut essayer d'avoir ce temps d'avance et de savoir comment imaginer les protections contre les systèmes, pour protéger les systèmes. Éric Filiol est un ancien haut gradé de l'armée française. Il a aussi fréquenté le monde du renseignement, un savoir-faire qu'il met à profit dans ses activités actuelles. On travaille sur des scénarios, soit à l'échelle d'une entreprise, mais qui peuvent aller jusqu'à un pays complet. On a fait par exemple cette année, au premier semestre, une grosse étude sur comment on pourrait par exemple paralyser une partie des infrastructures électriques américaines. Une partie est publiée quand c'est publiable, et le reste, on en fait profiter soit des entreprises françaises, soit l'État français. Et donc en général, c'est pas publié. Il y a des secrets bien gardés. Ce que je peux vous préciser en tout cas, c'est que le piratage d'une carte bancaire avec paiement sans contact, comme on l'a montré tout à l'heure, peut se faire aussi en ciblant une carte de crédit en Suisse. Et celui qui aura siphonné les données de votre carte bancaire pour aller faire des achats sur Internet à votre nom, pourra le faire sur des sites qui ne demandent pas le code à 3 chiffres. Alors la petite pochette en métal, c'est un truc tout simple pour protéger ce moyen de paiement. La carte bancaire, vous l'avez entre les mains, c'est matériel. On va voir maintenant qu'il faut faire aussi très attention sur des canaux tout à fait virtuels. Des mal intentionnés peuvent se cacher sur les réseaux Wi-Fi. Cette affaire l'a profondément affecté. C'est pourquoi notre témoin préfère rester anonyme. Un soir de 2012, en rentrant du travail, Madame T trouve une bien mauvaise surprise devant sa porte. 2 inspecteurs de la police judiciaire munis d'un mandat de perquisition. Ils lui annoncent qu'elle est l'objet d'une plainte pour pédopornographie. À peine entré, il se dirige tout droit vers son ordinateur. Il cherchait un logiciel qui permettait de télécharger des images pédophiles et pornographiques. Et comment on réagit quand on entend ça? Eh bien, on est dans un... Enfin, le temps s'est mis en suspension, en fait. Et ça paraît tellement irréel qu'on s'exécute, on exécute ce qu'il nous demande. Heureusement pour Madame T, les inspecteurs ne trouvent rien, ce qui permet de la mettre rapidement hors de cause. Explication avec son avocat, grand spécialiste de ce genre d'affaires. Ils savent quel est le logiciel qui a permis de télécharger les images qui sont les images illicites. Et s'ils ne trouvent pas ce logiciel dans la machine ou dans d'autres machines qui seraient détenues par la personne investiguée, ils savent rapidement que cette personne n'a pas commis l'infraction. Seule explication possible, un pirate a réussi à utiliser le Wi-Fi privé de Madame T, pourtant dûment protégé, pour télécharger les images sur son ordinateur à lui. Ma Wi-Fi avait un rayonnement de 50 à 100 mètres. Donc, obligatoirement, c'était quelqu'un du quartier. C'est vrai qu'on imagine toutes sortes de choses, hein, honnêtement. Et on n'est pas tranquille. C'est une histoire qui m'a profondément traumatisée.
Madame T a eu de la chance dans son malheur, puisqu'elle ne possédait pas le logiciel suspect. Mais il s'agit souvent de logiciels de téléchargement peer-to-peer tout à fait standard. D'autres victimes ont eu la malchance de les avoir installés. Si les policiers viennent chez vous et vont voir votre ordinateur et qu'ils trouvent ce logiciel sur votre ordinateur, eh ben, il y aura déjà d'assez forts soupçons que vous puissiez être l'auteur de l'infraction. Alors qu'il s'agit souvent de logiciels courants. Oui, tout à fait courant pour télécharger de la musique, pour télécharger des films et d'autres images qui sont tout à fait légales. Conséquence, beaucoup de victimes ne sont acquittées qu'au bénéfice du doute, parce qu'on n'a pas retrouvé chez elle d'images illégales, mais qu'elle possédait le logiciel. Quant à Madame T, même lavée de tout soupçon, elle reste marquée par cette affaire. J'avoue que maintenant, si je dois télécharger quelque chose sur mon appel parce que tout d'un coup il y a un réglage à faire, etc., je suis encore traumatisée par ça. La méthode employée par le pirate de Madame T n'a jamais été totalement élucidée. Néanmoins, bien sécuriser son Wi-Fi personnel reste la seule protection valable, même si ce n'est pas infaillible. Il faut avoir des mots de passe dits solides, hein. Il vous faut mettre des majuscules, des minuscules, des chiffres, des lettres, des signes. Et là, en général, vous avez un mot de passe qui est solide. Et puis, changer de mot de passe régulièrement. Les Wi-Fi sont des points d'attaque très prisés des hackers, d'autant plus que l'offre explose. Exemple choisi au hasard, nous voici dans l'un des 14 lieux publics où les services industriels de Lausanne offrent une connexion Wi-Fi gratuite. Nous y retrouvons un spécialiste de la sécurité informatique. Vice-champion du monde de hacking éthique et conseiller de plusieurs cantons et grandes entreprises helvétiques. À l'aide d'un discret boîtier acheté 150 francs sur Internet, il va détourner tous les ordinateurs et smartphones connectés à la ronde. On a un point d'accès Wi-Fi Ville de Lausanne. Là, pareil, va se faire passer pour un point d'accès Wi-Fi Ville de Lausanne. L'ordinateur va croire se connecter sur ce point d'accès légitime. Et puis en définitive, il va être connecté sur le boîtier du pirate qui va servir d'intermédiaire à tout son trafic Internet. Sur l'écran du hacker, voici une vingtaine de victimes à la ronde. Ordinateurs, smartphones ou iPad, tous censés être connectés au Wi-Fi public lausannois. Pour accéder à des informations confidentielles, notre pirate a créé plusieurs faux sites, imités de ceux de grandes entreprises. Par exemple, la victime croit se connecter au site d'un opérateur helvétique. Elle tombera en réalité sur une copie conforme, fabriquée de toutes pièces par l'intrus. Donc l'utilisateur a l'impression véritablement d'utiliser le site réel, parce que le code graphique est exactement le même, mais quand il va saisir des informations dans les champs, en l'occurrence, les informations vont être transmises au pirate en clair, qui va donc pouvoir, par exemple, stocker le nom utilisateur et le mot de passe, et ensuite pouvoir les réutiliser pour son propre compte. La même arnaque peut être répétée facilement grâce à une multitude d'autres fausses pages Internet. Un ordre de temps nécessaire pour créer ces faux sites? Alors 2-3 heures pour un mode basique, et puis un mode plus évolué, plus riche, 2-3 jours. Et on peut en créer autant qu'on veut? On peut en créer autant qu'on veut. Il faut éviter tout ce qui est opération sensible sur les Wi-Fi gratuits. Par exemple par exemple, faire des achats sur Internet, utiliser sa carte de crédit ou se connecter sur son email personnel. Passons à une autre situation très courante. Qui n'a jamais consulté ses mails ou surfé sur le net en voyage grâce au Wi-Fi mis à disposition dans sa chambre d'hôtel? Mais là aussi, un pirate installé dans une chambre voisine peut facilement détourner à son profit votre point d'accès Internet. La victime qui tape un mot de passe qui apparaît codé sur son écran à elle. Et qu'est-ce qui se passe sur l'écran du pirate? Alors le pirate le voit passer en clair. C'est effectivement le point d'accès qui est le plus puissant qui va remporter la connexion à la victime. Donc si on veut intercepter des communications avec une personne d'une chambre ciblée, le pirate aura vraiment intérêt à être à proximité. Certains hôtels proposent un Wi-Fi en accès libre, d'autres un accès sécurisé par un mot de passe. Une protection hélas toute relative. Et le pirate qui est motivé aura toujours accès à l'information, puisqu'en définitive, il suffit d'écouter le réseau pour récupérer ces éléments d'authentification. Un Wi-Fi avec mot de passe ne représente pas une protection contre un pirate motivé? Non, du tout, pas du tout.
Alors le Wi-Fi d'un hôtel, c'est un Wi-Fi qui doit être considéré comme non sûr, hein, a priori. Alors évitez de faire son e-banking déjà dans une chambre d'hôtel ou de passer des achats comme un billet d'avion ou une commande sur Amazon ou au site de e-commerce. Pour terminer, notre hacker éthique nous propose une démonstration de prise de contrôle d'un ordinateur à distance. Première étape, infecter la cible à l'aide d'un email imitant l'adresse d'un banquier. Je reçois un message dont j'ai l'impression qu'il vient de mon banquier. Oui, effectivement, ça fait partie de la stratégie du pirate, de bien construire l'email pour convaincre sa victime d'ouvrir, d'y prêter un intérêt et puis d'ouvrir les pièces jointes surtout. Alors là, je vais ouvrir la pièce jointe. C'est un document Word tout à fait standard que le pirate justement a récupéré sur le vrai site internet Banking. Et puis il a modifié ce document de manière à intégrer un cheval de Troie qui, à l'ouverture du document, permet d'établir une connexion vers le poste du pirate. À partir de là, le pirate a accès sans aucune restriction à la machine infectée. Voici à gauche l'écran de la victime et à droite l'écran du pirate qui affiche le même contenu à la seconde près. L'attaquant peut aussi suivre mot à mot tout ce que la victime tape sur son clavier grâce à une fonction appelée le keylogger ou enregistreur de frappe. On peut surveiller toutes les frappes au clavier quand la personne se connecte sur son site de e-banking ou encore fait des achats en ligne, ce qui permettra de récupérer les noms d'utilisateurs, les mots de passe et les numéros de carte de crédit. En fait, il n'y a aucune manifestation évidente que quelque chose est en train de se passer sur le poste de la victime. La meilleure protection, c'est évidemment l'antivirus, qui devrait être installé absolument sur tout ordinateur. Il faut absolument éviter les sites à risque, et puis éviter d'installer des logiciels comme des cracks ou aller consulter des sites qui sont un peu tendancieux. Et à retenir, il faut éviter le plus possible de faire des opérations qui impliquent de l'argent depuis un Wi-Fi gratuit qui d'ailleurs se multiplie. Et notre enquête révèle des choses intéressantes. Bonsoir Luc. Bonsoir Manuel. Eh bien oui, nos recherchistes ont visité 9 Wi-Fi publics gratuits, une gare, un aéroport, les Wi-Fi publics gratuits de 3 villes de Suisse romande et puis divers magasins et centres commerciaux. C'est un coup de sonde, bien sûr, mais cela nous a permis de dessiner une image globale assez juste de la sécurité de ces réseaux. Alors, c'est sécurisé ou pas ? Pas vraiment, non. Vous avez d'abord les réseaux absolument pas cryptés ou sécurisés, comme celui de la ville de Lausanne, celui de la ville de Vevey et celui du centre commercial de la Praille à Genève. Vous vous connectez directement, pas de mot de passe, pas d'informations à donner, rien. La ville de Lausanne l'annonce d'ailleurs clairement dans les conditions générales du réseau. Le service n'est ni sécurisé, ni encrypté, au moins c'est clair. Bon, il y en a d'autres avec des mots de passe quand même. Oui, mais alors là, le principe, c'est que vous vous connectez à un réseau libre et non crypté qui va vous demander des informations personnelles comme votre numéro de portable ou un email avant de vous donner accès à Internet. La plupart vous envoient ensuite un mot de passe pour entrer sur le réseau. Alors là, il y a au moins un mot de passe. Oui, mais votre connexion ne sera pas cryptée pour autant. Ce que vous enverrez lors de votre session Internet sera en clair. Le mot de passe est surtout une sécurité pour le fournisseur d'accès pour lui permettre de s'assurer que le numéro de téléphone que vous avez donné est bien le bon et de tracer qui fait quoi sur son réseau. C'est tout. Ça ne sécurise rien pour vous. Ce qui est assez savoureux, c'est que très souvent, la page où vous devez entrer vos données personnelles est sécurisée, donc vos données ne seront pas envoyées en clair au fournisseur d'accès, mais ensuite, lorsque vous surferez par vous-même, tout sera à nouveau en clair, alors prudence. Alors, ce qui veut dire que rien ne peut être sécurisé sur un Wi-Fi public ? Ce n'est en tout cas pas le réseau public qui va sécuriser ce que vous allez faire sur Internet à travers lui. C'est donc à vous de vous assurer que, par exemple, vos connexions mail sont configurées pour être sécurisées dans votre ordinateur ou votre smartphone. C'est à vous aussi d'installer sur votre ordinateur et d'utiliser, par exemple, un réseau privé crypté pour sécuriser vos connexions. Mais tout cela demande des connaissances techniques que tout le monde n'a pas. Beaucoup d'entreprises configurent les ordinateurs de leurs employés pour sécuriser au maximum leurs connexions, mais qui le fait vraiment sur son appareil personnel? Oui, et en plus, si les fournisseurs d'accès public vous demandent des informations personnelles pour vous connecter, c'est aussi parce que ces informations sont utiles à des fins de marketing. Oui, nous avions déjà parlé des profils de consommateurs qui sont établis à travers les traces que nous laissons de notre comportement sur Internet. Ce qui est intéressant dans notre test, c'est que plusieurs de ces accès publics sont établis par la même société dans des lieux différents. Résultat, il nous a fallu dans le premier lieu nous connecter avec le mot de passe fourni,
Mais ensuite, dans les 2 autres endroits, nous avons eu accès automatiquement au Wi-Fi. Le fournisseur peut donc nous suivre d'un endroit à l'autre et apprendre des bribes de nos habitudes et de nos modes de vie. Encore une fois, sur Internet, si c'est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Oui, avec un exemple très concret, la Migros va équiper ses restaurants de Wi-Fi gratuits et la Migros prévient, il est concevable que nous recueillions par le Wi-Fi des données des clients en vue de rendre possible une approche commerciale ciblée. Fin de citation. C'est ce que l'on apprenait dans le 20 minutes il y a une quinzaine de jours. Une pratique légale annoncée dans les conditions générales. Mais revenons à la cybercriminalité. La détérioration des données est en très forte augmentation, plus 124% de cas dénoncés en une année, c'est énorme. Vos données ou celles de petites entreprises qui ont souvent une protection informatique insuffisante. On peut être conseiller en informatique et se faire pirater comme tout un chacun. Robert Hippolyte recherchait sur Internet une batterie de remplacement pour son vélo mobile. Il a eu le malheur d'introduire son mot de passe habituel sur un site d'achat en ligne chinois. Résultat, une tentative de hacking en bonne et due forme sur son compte PayPal. Mais son histoire la plus édifiante concerne l'un de ses clients, une PME de 15 personnes où il avait installé un serveur de la marque Synology. Comme des milliers d'autres entreprises à travers le monde, son client a subi l'été dernier une attaque en règle. Les pirates, ils ont exploité ce qu'on appelle une porte dérobée, c'est-à-dire une sorte de petit trou qui existait dès le départ lorsque le système a été créé. Voilà, ils l'ont utilisé et Synology n'en avait même pas connaissance. Résultat, un beau matin, les employés découvrent tous leurs fichiers cryptés. Le serveur contenait 150 000 fichiers. Lorsque vous cliquez sur un fichier, vous avez en fait votre Word qui s'ouvre, mais le texte est illisible. Il y a des caractères cabalistiques, il y a des A, des B, des C, des minuscules, des virgules, des plus. Bref, c'est inexploitable. Pour recevoir une clé de décryptage, il faut payer une rançon en Bitcoin, cette monnaie virtuelle très en vogue sur le web. Les pirates exigent l'équivalent d'environ 500 francs. La décision de payer est vite prise. Quand vous avez 15 personnes et 150 000 fichiers qui sont inaccessibles, et 500 francs, vous faites la part des choses et vous vous dites « Allez, pour 500 francs, on risque pas grand-chose. » Imaginez qu'on n'ait pas payé la rançon. Eh bien, ces gens-là auraient dû reconstituer tous les dossiers actuels et ça aurait été peut-être la fin de l'entreprise. Une fois la rançon payée et la clé reçue, le décryptage des 150 000 fichiers va tout de même prendre 4 jours. Les pirates se révèlent alors d'aimables professionnels. J'avais encore quelques petites questions, je me suis dit, allez, on va voir s'ils répondent aux questions. Et effectivement, à chaque question, j'avais une réponse dans l'heure. Et donc, on peut dire que là, c'était vraiment un service top class. Ils ont toujours été très fair-play, avec des salutations, des « hello, comment allez-vous », etc., etc. On avait vraiment l'impression d'être avec un vrai support professionnel, comme d'un grand constructeur. Faites des sauvegardes sur des supports locaux que vous branchez uniquement lorsque vous faites ce travail. Ensuite, il faut les débrancher, bien évidemment. Je vous conseille de les sortir aussi du site, c'est-à-dire à l'extérieur, puisqu'il existe le vol, il existe le dégât d'eau, l'incendie. Et ça aussi, c'est important de se protéger contre ça. Et les données doivent être, évidemment, à l'extérieur. Il y a des pirates qui vous rançonnent et d'autres qui vous volent vos données pour les revendre sur le marché noir de la toile. Une méthode que connaît bien Pascal Junot. Ce docteur en cryptographie de l'EPFL a monté un groupe de sécurité informatique au sein de la Haute École d'ingénieurs d'Yverdon. Voici un site de vente de pizza, créé pour les besoins de la démonstration, mais qui fonctionne strictement comme un site réel. Il recèle une faille de programmation très courante et facile à trouver pour un hacker, car son symptôme est aisément repérable. Ce symptôme, le voici. Le système ne supporte pas les mots de passe qui comportent un caractère spécial. Par exemple, si le pirate entre un mot de passe avec une apostrophe, le site affiche aussitôt un message d'erreur. Pour un spécialiste de la sécurité informatique ou pour un hacker, c'est un indice très fort qui a potentiellement une vulnérabilité qui pourra être exploitée, qui permettra de récupérer le contenu de toute la base de données des clients. Donc là, je vais utiliser un outil gratuit qu'on peut se procurer très facilement sur Internet et je vais simplement presser Enter et l'outil va faire
un certain nombre de tests pour essayer de bien comprendre la vulnérabilité. Et après quelques secondes, il va effectivement confirmer que le site web est vulnérable et il va être capable de pomper toutes les données de la base de données. De nombreux sites d'e-commerce proposent aux clients de mémoriser ses coordonnées de carte de crédit pour faciliter les paiements futurs. Cette base de données est un véritable jackpot pour les pirates. Il y a effectivement le numéro de carte de crédit, le nom qui figure sur la carte de crédit, la date de péremption de la carte, ainsi que le code à 3 chiffres, le CVV, qui se situe à l'arrière de la carte. Ce genre d'attaque peut faire des ravages. L'hiver dernier, des pirates ont par exemple dérobé plus de 40 millions de coordonnées bancaires en une quinzaine de jours sur le site du géant américain de la distribution Target. Pour terminer, voici une attaque qui peut viser chacun d'entre nous. Le piratage de la webcam incorporée dans quasiment tous les ordinateurs actuels. Cette prise de contrôle à distance s'opère grâce à un virus. Attention, pour être infecté, il n'y a parfois même pas besoin de cliquer sur un document ou sur un lien suspect. Si votre navigateur Internet n'est pas de toute première fraîcheur, un simple surf sur un site web contaminé ou malicieux peut servir à installer un virus sur votre ordinateur. Le hacker peut alors voir et entendre en temps réel tout ce qui se passe dans la pièce où se trouve la victime, et ce aussi longtemps que l'ordinateur n'est pas complètement éteint. Les motivations sont diverses. Par exemple, un mari jaloux qui veut espionner son épouse ou vice-versa. La webcam, c'est peut-être l'exemple le plus extrême, mais par contre, si on peut penser à l'activation du micro à distance, là on peut penser à des histoires, des scénarios d'espionnage économique, d'espionnage politique, etc., etc. Il suffit d'un simple bout de papier collé contre l'objectif de la webcam pour prévenir tout espionnage visuel. Mais attention, cela n'empêchera pas le pirate de vous entendre. Et des pirates, il n'en manque pas. Aujourd'hui, le hacking est passé à l'échelle industrielle, tout comme les milliards de profits qu'il génère. Revenons vers notre spécialiste français de la cybersécurité. Il faut savoir que le département du Trésor américain et l'Europe, il y a 5-6 ans, ont annoncé que l'ensemble des profits générés par la cybercriminalité dépassaient l'ensemble des profits générés par le trafic des drogues illégales. D'où l'émergence de cybermafias à l'échelon planétaire. Voici par exemple le schéma en temps réel d'une attaque de pirates chinois vers le territoire américain. On va dire qu'il y a des gens malfaisants plus ou moins organisés un peu partout, mais c'est vrai qu'à ce jour, on a des points chauds, surtout en Centre-Europe, notamment dans la région de la Roumanie, le sud-est asiatique avec la Chine. Voilà, ce sont les deux zones en ce moment particulièrement chaudes, mais il y en a d'autres qui vont émerger. En Amérique du Sud, où il y a des législations un peu plus permissives. On pourrait citer l'Afrique noire, le Proche et Moyen-Orient qui commencent à devenir actifs. Et ce marché est alimenté par les États eux-mêmes, qui n'hésitent pas à engager des pirates comme mercenaires informatiques en les payant au prix fort. Et pour revenir à notre niveau de simple citoyen qui a peut-être une webcam sur son ordinateur, eh bien sachez, le matin de vendredi dernier, nous apprenait qu'un site internet donne accès à des centaines de webcams. Il faut donc la protéger, votre webcam, mot de passe, autocollant ou tout simplement éteindre son ordinateur.